Merci de votre fidélité à Télé-Sud et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au Mali. Vous l'avez vu avec le titre, du coup d'État à la partition en point d'interrogation. En fait, depuis le 21 mars, le pays est dans une situation que nous allons essayer de vous expliquer, que nous allons essayer de comprendre déjà sur le plateau. Et nous allons en parler avec plusieurs personnes sur le plateau, notamment Tiambel Gimbaya, notre confrère de La Voix du Mali. Bonjour. Bonjour. Nous allons également en parler avec Bakary Mariko, qui est le porte-parole du CNRDRE, qui est le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Il en est le porte-parole en Europe. Bonjour. Bonjour. Avec nous également sur ce plateau, Moussa Agassarit, qui est le président du MNLA pour la cellule Europe. Le MNLA, c'est le Mouvement national de libération de l'Azawad. Bonjour. Bonjour. Avec nous enfin, un autre confrère, Théophile Kouamou, qui est journaliste au nouveaucourrier.info. Bonjour. Bonjour. Donc, le décor étant planté, je vous invite dans un premier temps à regarder cet élément qui a été tourné par notre confrère Christian Mambou et nos confrères également de Afrique TV sur la situation, sur le sommet de la CEDEAO qui portait sur cette crise malienne, sommet au cours duquel ont été décidées les différentes sanctions qui commencent à être mises en place concernant le Mali, notamment l'embargo total sur le pays. Je vous invite à le regarder. La CEDEAO au chevet du Mali. Les présidents de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis ce mardi en urgence, quelques jours seulement après le coup d'État qui a fait vaciller la démocratie malienne à 5 semaines de l'élection présidentielle. Pour les chefs d'État, le coup de force va à l'encontre des dispositions de la communauté économique et de développement des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine. Si la condamnation est unanime, l'heure est désormais à une recherche de solutions pour sortir le Mali de la crise. La conférence a décidé de l'envoi au Mali, dans un délai de 48 heures, d'une délégation de haut niveau pour permettre un retour rapide à l'ordre constitutionnel. La délégation comprendra 7 chefs d'État dont Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, et Yahi Boni, président en exercice de l'Union africaine. La conférence a nommé Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, médiateur dans la crise malienne. Sa mission, permettre le dialogue entre les différentes parties. Également dans le collimateur des membres de la CEDEAO, les mouvements indépendantistes et rebelles dans le Nord. Ils sont à l'origine de la mutinerie des soldats maliens. La conférence condamne la décision opportuniste des mouvements armés visant à profiter de la crise constitutionnelle au Mali pour intensifier ses attaques dans le but de gagner plus de territoire dans le nord. La CEDEAO envisage de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'intégrité territoriale du Mali. Elle prévoit aussi, en cas de non-respect de ces décisions par les putschistes, un embargo diplomatique et financier et une interdiction de voyager contre la junte et ses proches collaborateurs. Bakary Mariko, la junte, c'est le CNDRE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après la situation militaire du coup d'État, on en est dans une situation où le pays est devenu à la fois hors la loi sur le plan de l'intégration régionale et partitionné du fait de la sécession de l'Azawad. Merci, M. Kemaou. Bon, moi, je pense que dire que le pays est devenu hors la loi, c'est trop dire. Nous avons rétabli la Constitution le 1er avril, à la demande des chefs d'État de la CEDEAO. Mais nous avons dit qu'il y a des préalables pour aller à des négociations. Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir plongé le pays dans une spirale infernale? C'est carrément un cercle vicieux. C'est dans un cercle vicieux que le pays se trouve aujourd'hui. Oui, mais est-ce que c'est nous qui avons plongé le pays dans un cercle vicieux? Vous avez contribué un peu? Non, pas du tout. Nous avons contribué à sauver le pays, le Mali. Parce que, pourquoi? Quand nous avons pris nos responsabilités le 22 mars 2012, il n'y avait plus d'État au Mali. Aujourd'hui... Et vous pensez qu'il y a plus d'État maintenant? Aujourd'hui, nous sommes en train de recoller les morceaux pour qu'on puisse avoir un État, pour qu'on puisse poser les bases d'une véritable démocratie au Mali. Parce que ce qui s'est passé à Anklouk, depuis janvier, ce qui s'est passé au Mali, prouve à tous les niveaux qu'il n'y avait pas d'État au Mali. La chute spectaculaire de nos villes est basée sur la politique que l'ancien président a eu à faire au Mali avec toute la classe politique qui condamne le coup d'État aujourd'hui. Mais on pourrait vous répondre que c'est parce que les militants ont déserté le front pour venir faire le coup d'État à Bamako qu'il n'y a plus d'État, qu'il n'y a plus de présence militaire dans le Nord. Non, ça pourrait vous être répondu également. Non, on ne peut pas nous reprocher cela parce que on n'a pas d'armée.
une armée sous-équipée, une armée composée uniquement d'officiers. Les positions avancées de notre armée étaient tenues par les intégrés de l'armée malienne, les Touaregs et les Arabes. D'accord. Après le coup d'État, avec l'avancée des islamistes, ils ont tout simplement purement retourné leur veste. Ne les traitez pas d'islamistes, c'est un peu tôt. Djambel Guimbayara, vous êtes journaliste à La Voix du Mali, vous avez un peu suivi, vous connaissez le pays puisque vous en êtes ressortissant et journaliste également. Tout cela commence avec une mutinerie. Hein. Le ministre de la Défense se rend dans une caserne à Kati, il est chahuté, puis il est pris en otage, le Premier ministre également, et puis finalement le pays il y a un coup d'État qui est annoncé. Est-ce qu'on pouvait le prévoir, ce coup d'État? On pouvait prévoir, merci lui, on pouvait prévoir la difficulté, la complexité de la situation au Mali. On pouvait prévoir l'insécurité grandissante dans le nord. On pouvait prévoir un état d'esprit, une inquiétude face à ces tueries qui alertaient l'opinion nationale. Mais une mutinerie, d'accord, pour présenter son mécontentement, mais pousser jusqu'à mettre l'État par terre, ça, on aurait difficilement pu le prévoir. Et même les mutins qui se sont transformés en pouvoir transitoire, qui veulent se transformer en pouvoir transitoire en mimant tous les actes de mars 91, sont un peu allés au-delà de leurs aspirations. La raison est là que toutes les villes sont en train de chuter sans combat. Parce que de reddition en reddition, de poste avancé en poste avancé, on en est aux portes de Mopti aujourd'hui. Les 2/3 du pays sont cédés à une vague irrédentiste, à une trilogie, j'allais dire, aux islamistes de Ansar Akmi, à Ansar Din qui est le tampon avec le MNA. Je connais pas d'MNLA, c'est MNA qui est enregistré le mouvement au Mali. National. C'est le mouvement national de l'Azawad qui est enregistré au Mali. Le L est une dérivation, c'est une élision, ce n'est pas connu au Mali. C'est une association de loi 1901 qui n'a pas vocation de prendre des armes pour défendre son identité culturelle. Nous aurons l'occasion d'en parler avec Moussa Agassarit qui est là. Et sur la réaction de la CEDEAO, Théophile Kouamouo, on a entendu les chefs d'État qui n'ont déjà pas pu se rendre à Bamako parce que le tarmac était occupé. Puis après, il y a eu le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso qui est venu et avec lequel la déclaration a été faite selon laquelle on rétablissait la Constitution. Comment est-ce que vous jugez cette réaction de la CEDEAO? Disons que la réaction de la CEDEAO est pathétique. Elle montre en fait l'absence de sens de l'État, des chefs d'État de la CEDEAO. Parce qu'en fait, le principal problème du Mali aujourd'hui... Demander le retour à l'ordre constitutionnel, c'est normal, non? C'est le minimum. Oui, mais nous sommes en avril et la rébellion telle qu'elle se présente aujourd'hui a été déclenchée depuis le mois de janvier. Et il était évident pour n'importe quel bon analyste qu'on en arriverait là. Mais il me semble que le principal problème du Mali aujourd'hui, ce n'est pas tant la junte que la situation de partition du Mali. Et la CEDEAO n'a pas adressé ce problème. Alors que la CEDEAO dispose d'instruments pertinents pour adresser ce problème. Il y a le pacte de non-agression, il y a le protocole d'assistance militaire que les différents pays, par lesquels les différents pays sont liés. Tous ces instruments pertinents n'ont pas été utilisés et finalement on a l'impression que la CEDEAO essaye d'attaquer le problème par le biais le plus facile. Cela fonctionne quand on a un interlocuteur, un pacte de non-agression, mais quand il y a un coup d'État, oui, mais plus d'interlocuteurs. Le pacte de non-agression et le protocole d'assistance militaire devait être mis en place depuis le mois de janvier. Il me semble que la rébellion au Mali n'était pas considérée comme un problème de sécurité collective et voilà qu'un coup d'État est considéré comme un problème de sécurité collective. Or, ce qui menace les autres pays de la CEDEAO, et donc ce qui justifierait leur implication dans le dossier Mali, c'est bel et bien la partition du Mali, l'existence de groupes armés au nord du Mali qui peuvent très bien essaimer dans les pays voisins. Mais on a essayé de prendre l'affaire par le bout le plus facile. Et en fait, la question de l'indépendance de la CEDEAO par rapport
à la feuille de route de la France se pose. Déjà parce que la CEDEAO, quand elle a fait son sommet à Abidjan, elle a maintenu des positions très légalistes, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire le retour d'Amadou Toumani Touré, qui jusqu'à présent n'a pas démissionné. Personne n'a prononcé son nom, hein, mais on a demandé un retour à l'ordre constitutionnel. Le ministre des Affaires étrangères burkinabé surgit le lendemain et parle d'un schéma dans lequel le président de l'Assemblée nationale prendrait le pouvoir, ce qui était exactement ce que disaient les Français une semaine ou 2 semaines avant. Cela montre très bien que finalement la CEDEAO ne respecte pas ces textes. Elle veut imposer une transition politique qui équivaut à un coup d'État militaire dans la mesure où la constitution du Mali n'est pas plus respectée quand on profite finalement du coup d'État pour placer le président de l'Assemblée nationale et pour imposer une feuille de route qui, à mon avis, comporte dans son intégrité même la question de la partition du Mali sur le modèle ivoirien, c'est-à-dire que la CEDEAO prenant les choses en main, la junte abandonnant le pouvoir, le Mali sera coupé en deux, il y aura une force d'interposition, et est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que cette solution-là, c'est la solution? Je ne pense pas. C'est une question que, oui, merci pour la transition. Hein. Est-ce que la solution aujourd'hui, c'est de faire la partition du Mali? Avoir un territoire au nord qui est indépendant du Mali, comme l'est le Sud-Soudan aujourd'hui, et puis le Mali qui resterait à partir de Mopti jusqu'au sud. Juste avant de répondre à votre question, je reprends la phrase d'un des responsables de la CEDEAO qui dit que le mouvement révolutionnaire du MNLA, c'est le président de la commission, de la CEDEAO a profité de l'opportunisme qui a été offert. Il faut savoir juste que le MNLA n'a pas attendu qu'il y ait un coup d'État au Mali pour se révolter. Donc, depuis déjà le mois de juillet, nous nous sommes retrouvés dans cette partie-là, dans l'Azawad, pour dire maintenant, nous voulons discuter, nous voulons négocier de manière pacifique. Et si cette manière pacifique ne suffit pas, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour avoir notre liberté, notre dignité et vivre de manière juste, parce que les accords n'ont pas été respectés, parce que justice n'a pas été rendue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tribunal depuis les massacres de 1963, de 1990 et même les pactes nationaux n'a pas été respecté, même pas à ces 10%. Il y a eu que des intégrations dans l'armée. Et le Mali, pour répondre à nos doléances, il a décidé de diviser les communautés, les ethnies, les unes contre les autres. Et il a décidé. Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que pour vous, la solution aujourd'hui au Mali, c'est de couper le pays en deux, accorder ce 70% à peu près de territoire qui est actuellement occupé par à la fois en Sardine, vous, le MNLA, ACMI et le reste, leur accorder ce territoire-là et laisser le reste à ceux qui sont loyaux à Bamako? L'objectif du mouvement national de libération de l'Azawad, c'est l'indépendance de l'Azawad. Donc, la partition, comme vous dites. Et c'est là, c'est la volonté, c'est l'aspiration du peuple de l'Azawad, y compris toutes ses composantes, Songhai, Arabes, Peul et Touareg. Et c'est là, c'est parce que nous avons tout essayé. Et aujourd'hui, c'est le divorce. Les divorces, ça existe, il faut l'admettre. Et aujourd'hui, c'est le divorce dans une famille, oui, mais au niveau d'un État, c'est autre chose. On peut considérer que... Vous avez des indépendantistes en Espagne, ils ne sont pas forcément libres de partir. Vous avez les Corses en France, ils n'ont pas demandé l'indépendance non plus. Hein. Donc, il y a le fait de marquer des singularités, mais cela ne signifie pas qu'on demande son indépendance. Nous, le MNLA, nous avons décidé de demander l'indépendance de l'Azawad. Un point, c'est ça. D'accord. Nous allons écouter actuellement une autre Malienne qui réside en France et qui va nous donner son point de vue là-dessus. Elle s'appelle Mariam Thiam. Elle est présidente et première porte-parole de la coordination du Front à la nouvelle Constitution. Je ne sais pas si vous êtes là, Mariam. Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Comment est-ce que vous vivez tous les événements qui se déroulent à Bamako? D'abord le coup d'État du 22 et ensuite cette partition de fait que nous sommes en train de vivre actuellement. En tant qu'Africaine, en tant que Malienne, et du Nord comme du Sud, je suis très très attristée de ce qu'aujourd'hui quelques individus se réclamant
parlant plutôt au nom de toute une communauté, prenne des armes contre sa propre famille. Parce que c'est ce qui vient de se dire. Quand on dit famille divorce, on parle de famille. Le Mali a toujours été une famille unie dans sa diversité. Je suis très très attristée, d'autant plus que certains intervenants, je les connais, presque tous d'ailleurs. J'ai entendu tout à l'heure vous parler Bakary Mariko, que je connais très bien, que je salue au passage. Je connais Moussa Gassarid, que je salue au passage. Et Tchambayel, que je connais, je salue au passage, sans oublier mes autres frères. Mais je suis très très attristée. Quand M. Moussa Gassarid dit que c'est toute la composante du Nord, j'aimerais bien le croire, mais ce n'est pas ce que nous entendons. Il ne va pas me nier la petite partie qui m'appartient, qui vient d'Arawan. Il ne va pas me nier, me l'enlever, le reste des Touaregs, le reste des Forêts, le reste des Peuls, le reste des Bella, le reste des Maures, ils auraient voulu ça. Ces populations laborieuses du nord du Mali, comme du sud et du centre, de l'ouest et de l'ouest, souffrent des mêmes problèmes. Et ce n'est pas pour cela que les uns des autres ont des armes. Pourquoi nous avons créé le FNC, on a lancé l'appel du FNC le 26 août 2011. C'était à la suite d'un référendum, d'un projet de référendum qui a été voté le 2 août par presque la quasi-totalité des députés. 143 députés, sauf 3 députés ont voté contre. Donc, si vous voulez, on allait nous imposer. On savait que la démocratie malienne était malade. On savait que la société, la jeune démocratie malienne était malade. On savait que toutes les composantes de la nation malienne souffraient. Et cette souffrance n'est pas de notre fait seulement. Elle est du fait d'une situation qui nous a été quelque part imposée, qui est la gestion des conséquences de la guerre en Libye directement. Et nous ne sommes pas les seuls pays. La bande sahélo-sahélienne est tout entièrement et souffre de ces problèmes-là. Aujourd'hui, ça a éclaté au Mali parce que la constitution, la gestion de la démocratie malienne, la responsabilité du peuple malien, des militaires maliens, des politiques maliens, donc des hommes et des femmes maliens, nous n'avons pas été aussi avertis et vigilants sur ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on en sort? Parce que sur le constat, on est d'accord, on se rend compte qu'aujourd'hui, le pays est en train de véritablement plonger dans l'abîme de la partition. Mais comment est-ce qu'on en sort? Comment est-ce qu'on en sort? Nous, en tant que membres du FNC Le Front, nous avons privilégié la démarche de la démocratie, l'utilisation des outils de la démocratie. Nous avons adressé entre le 26 août 2011 et le 21 mars 2012, nous avons adressé plus de 700 correspondances. Et ces correspondances étaient nominatives. C'était une alerte à toutes les composantes de la société malienne, que ce soit la société civile, les organisations féminines, les autorités confessionnelles et laïques, les partis politiques, les syndicats, les forces armées, et le public tout entière et les autorités indépendantes. Nous avons écrit au président de la République, au Premier ministre d'abord. Nous avons écrit à la CEDEAO, la lettre est allée le 17 janvier. Nous arrivons de moins en moins à vous entendre, mais je comprends que... C'est à l'Union européenne, si l'Union africaine... Je crois que nous allons devoir interrompre la discussion. Malheureusement, hein, Mariam, on vous entend de moins en moins bien, mais l'idée a déjà été... Là, voilà, ça va donc, un peu ce que je voudrais dire, c'est que nous avons adressé un courrier au MNLA. Nous avions privilégié la voie du dialogue, les outils démocratiques, et je dirais, mon frère Moussa Gassarid, pourquoi prendre l'arme? Pourquoi? Qui peut venir donner une leçon d'islam ou de religion pour 333 saints? Oui, c'est Tombouctou, hein, la ville des 333 saints. Moussa Gassarid, vous avez suivi l'intervention hein, de Mariam Thiam, l'appel du cœur. Elle est d'accord comme vous que depuis janvier, ça n'allait déjà pas très fort. Mais est-ce que la solution, c'était véritablement de prendre les armes pour demander une partition du pays?
Il faut juste savoir qu'il y a eu, avant la révolution que nous avons décidé de mener à travers le MNLA, en 2010, il y a eu des rébellions. Il y a eu 3 rébellions qu'on peut nommer de Touareg cette fois-ci. 1963, 1990 et 2006. Et à la suite de toutes ces rébellions-là, nous avons conclu des accords. Nous nous sommes mis dans la dynamique de construction de la paix, du développement et refaire vie avec le Mali. Continuer à vivre avec le Mali. Et qu'est-ce qui a changé pour que là, aujourd'hui, vous décidiez de la partition ? Ce qui a changé, c'est que nous nous sommes toujours retrouvés comme des Maliens de seconde zone, comme des gens à qui on dit qu'ils sont venus d'ailleurs, comme des gens qui sont oubliés, comme un peuple qui a été laissé pour compte entre les mains des terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique depuis 10 ans. Nous sommes pris en otage. Le peuple de l'Azawad est pris en otage par les islamistes d'Al-Qaïda depuis 10 ans. Il n'y a plus d'ONG, il n'y a plus... Mais ça, c'est sur le terrain, je vous l'ai dit. D'ailleurs, juste pour terminer, nous avons vu, parce que nous sommes, certains d'entre nous étaient dans les institutions de la République du Mali. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a, avec la complicité des plus hautes autorités du pays, la présence de ces terroristes, et il y a paiement de rançon, et ces autorités prenaient une partie des rançons. Et aujourd'hui, juste pour terminer par rapport à ce que Mariam dit, une révolution. On ne fait pas campagne pour une révolution. On n'est pas obligé de faire adhérer l'ensemble de la population de l'Azawad pour lancer sa révolution. Les autres révolutions se sont passées de la même manière. Et nous avons demandé l'indépendance de l'Azawad parce que nous avons tout essayé avant. Mais je dis bien tout. Vous avez vu qu'en Libye, on n'a pas demandé de partition pour l'instant. Pourtant, il y a eu une révolution également. Jamais une indépendance ne s'est donnée comme ça. Sans rien. D'accord. Bakary Mariko, je voyais que vous vouliez réagir, je vous donne la parole. Moi, je voudrais juste dire à mon frère Moussa, que je le connais depuis plus de 10 ans, sinon 15 ans. C'est normal, vous êtes compatriotes. On est des compatriotes, on est le même peuple, on est de la même génération, on a fait le même combat. Je pense que les Touaregs aujourd'hui sont les enfants gâtés de la République du Mali. Non, je peux mettre des enfants gâtés. À quel titre? Parce que, tout simplement, moi, j'ai des camarades de classe qui ont été renvoyés de l'école à l'École nationale d'administration pour insuffisance de travail, qui se trouvent être aujourd'hui des cadres de l'administration malienne. Et il y a eu des premiers ministres. Les Touaregs au Mali, c'est une minorité. Parmi toute la population du Nord, il n'y a que 10%. Oui. 10% Touareg est mort. Sinon, le reste, c'est les Songhai, les Sinofo, les Bo et toutes les autres ethnies confondues. Et aujourd'hui, parler de liberté, parler de questions de développement, moi je pense qu'ils sont très mal placés par rapport aux autres ethnies du Mali pour le faire. Parce que depuis 2006, il y a eu 1996, il y a eu 1500 milliards de francs CFA qui ont été investis au Nord. On les voit pas notamment gérés par les responsables actuels du MNLA. Et dont 770 milliards ont été décaissés. De francs CFA. Des francs CFA ont été décaissés. Et il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent réellement. L'État a envisagé des projets dans le Nord, mais c'est eux qui viennent en armes chasser les investisseurs, les gens qui sont censés mettre en œuvre les projets. D'accord. Et au-delà de ça, il y a eu parmi nos frères Touareg, il y a eu combien de premiers ministres? Non, la question, elle n'est pas là. C'est pas parce qu'on nomme une personne que toute la communauté est promue. Non, parce que moi, je voudrais tout simplement... Je voudrais pas qu'on parte sur de faux débats. Le problème de fond, c'est qu'il y a aujourd'hui une partition. Il y a un malaise, il y a plus qu'un malaise puisqu'il y a partition. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression à votre niveau que vous avez quand même facilité cette explosion? Non, nous n'avons pas favorisé cette explosion. Cette explosion était là depuis janvier, sinon depuis mars 2006. Depuis juillet 2006, oui. Quand des Touaregs intégrés dans l'armée malienne ont pris les armes pour retourner contre les frères d'armes, l'État devrait prendre toutes ses responsabilités. Nous avons attiré l'attention du pouvoir défunt sur sa responsabilité en disant tout simplement de faire attention. Parce que ce qui se passe actuellement au nord du Mali avec la présence d'Hakimi et de tous ceux qui s'en suivent,
comme islamiste, on a attiré l'attention du régime ATT sur cette question. Mais la seule réponse du ministre de l'administration en son temps, ils ont dit les guerres que l'on évite, ce sont les guerres que l'on gagne. Et nous avons rétorqué que les guerres que l'on gagne, ce sont celles que l'on mène. Il faut les mener à temps pour renforcer l'ennemi. Et aujourd'hui, l'ennemi a été renforcé. La partition, il n'y a pas de partition au Mali. La partition, on l'a vu avec la carte qui vient d'être montrée. Il n'y aura pas de partition au Mali. Il y a aujourd'hui... Entre le souhait et le fait, il y a quand même un fossé. Ce que je voudrais dire, c'est que vous avez fait tomber Amadou Toumani Touré sur le fait qu'il avait mal géré la crise au Nord. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, vous n'avez pas l'impression que le remède a été pire que le mal lui-même? Non, le remède n'a pas été pire que le mal. Nous sommes en train de fonder aujourd'hui le système. Et vous êtes optimiste sur le fait que vous pourrez reconstituer l'État malien? Nous sommes un peuple debout. D'accord. Ensemble, nous allons faire en sorte que... Ensemble avec tous les Maliens, les Touaregs y compris, parce que tous les Touaregs ne sont pas avec les MNLA, et les MNLA aujourd'hui ne contrôlent même pas la situation. C'est Hakimi, Amsardine, nous voyons sur le terrain, qui sont les maîtres du jeu. On ne parle même plus des MNLA, parce que les MNLA, nous allons entreprendre avec nos frères, sinon nous allons les poursuivre devant les tribunaux internationaux pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste. Parce qu'ils ont mis le MNLA en avant pour venir s'installer chez nous, et nous allons faire tout pour les bouter hors portée du Mali. Thiambel. À un œil d'observateur, je crois que le Mali fait face à 3 fronts. Vraiment, c'est une situation inquiétante et grave. Le Mali est vraiment en guerre. Le premier front, c'est le front extérieur. L'aile extérieure composée de cette trilogie d'islamistes obscurantistes qui pressent la djihad et leurs alliés. Les frères du MNLA, le MNA s'est allié avec le diable. Il s'est allié avec le diable pour vouloir coloniser le Mali. Le Mali n'a pas de leçon à recevoir du salafiste. Ces MNLA, aujourd'hui, les gars d'Ansardine, c'était les porteurs de valises de cette rançon-là. Et malheureusement, nos gars, la situation n'a pas été facile avec cette junte qui est venue interrompre un processus, qui est venue mettre à terre les institutions pour favoriser la montée de ces bandits armés. Je voudrais que nous fassions un peu de pédagogie, parce que c'est vrai que c'est déjà suffisamment grave et compliqué pour nos téléspectateurs et pour nous également, que je crois qu'il est important sur ce plateau, non pas de s'invectiver, mais d'expliquer vraiment de façon méthodique ce qui se passe pour que les uns et les autres comprennent à la fois les enjeux de la situation et les acteurs en présence, ce qui se passe. Vous avez été traité de bandit armé, je ne sais pas si c'est le cas, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez le contrôle, par exemple, sur Tombouctou, que l'on dit aux mains de Hakimi? Nous avons le contrôle de 99% du territoire de l'Azawad. Le 1%, c'est effectivement la présence d'Hakimi que le Mali a laissé s'installer sur le territoire de l'Azawad, et de certains trafiquants de drogue et autres que nous prévoyons maintenant de combattre, tous ceux qui ne vont pas rentrer dans la légalité, ou tous ceux qui sont des terroristes. La légalité, c'est quoi? C'est la charia? La légalité, c'est que... Non. La légalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule armée. Commence à être... Non. Le MNLA veut créer une république laïque. La république laïque de l'Azawad. Maintenant, c'est au peuple de l'Azawad, avec toutes ses composantes, qui va décider exactement, qui va écrire sa constitution et établir le droit qui sera appliqué sur le territoire de l'Azawad. Il faut savoir que nous n'avons pas attendu l'arrivée des terroristes ou l'arrivée d'Ansardine pour être musulmans. Parce que pour l'instant, le son de cloche que moi j'ai en provenance de Bamako, c'est que 70% du nord du Mali est aux mains et de Hakimi et de Ansardine. Le territoire est sous le contrôle du MNLA. Maintenant, à l'intérieur de ce territoire, nous avons trouvé Hakimi, Ansardine et autres. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'assainir l'intérieur du territoire de l'Azawad. Gao, Tombouctou, Kidal sont entre les mains du MNLA. Et à l'intérieur de certaines de ces villes-là, il y a Ansardine. C'est ce que nous savons. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Et juste, je voudrais juste qu'on rectifie une chose. Allez-y, vous êtes là pour cela. Alors, il faut savoir que la situation a commencé déjà en 1958 avec les Français. Lorsque les mouvements populaires de l'Azawad avaient présenté une doléance, et les signataires, c'était plus de 370 chefs de villages et tribus qui ont demandé à la France l'état de l'Azawad. Nous n'avons pas trouvé à l'époque
Indépendant ou bien indépendant, simplement dans une fédération? Indépendant. Parce que vous savez que le Mali a d'abord été dans la Fédération du Soudan. Oui, mais nous, à l'époque, à la veille des indépendances, nous avons demandé un État qui s'appellerait l'Azawad. Cela n'a pas été le cas. Donc l'Azawad a été rattaché au Mali. Depuis, il y a eu, 3 ans après l'indépendance du Mali, c'est-à-dire le 1963, une première rébellion. Donc une première rébellion, une deuxième rébellion dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, il y a eu 3 sécheresses, 1973, 1984 et 2010. Et nous n'avons pas vu l'assistance de l'État malien et nous n'avons pas vu l'assistance non plus de la communauté internationale. Donc maintenant, avec les accords qui ont été signés, nous avons pris espoir. Et aujourd'hui, nous sommes à bout de cet espoir. Et les gens qui nous traitent de mercenaires aussi, je voudrais dire que nous ne sommes pas des mercenaires. Nous sommes des Maliens, d'abord. Des Maliens? Avant le début de, je vais dire, avant le début du déclenchement, nous avons des passeports maliens, donc on ne peut pas nous traiter de mercenaires quand nous étions aussi, certains d'entre nous étaient en Libye parce qu'ils n'ont pas trouvé de place au Mali, donc la République du Mali de l'époque. Et c'est à partir de ce moment-là, lorsque nous avons dit ça suffit, maintenant nous voulons l'indépendance, donc nous devenons azawadiens et nous réclamons cela. Maintenant que nous avons réclamé notre droit de vivre librement, dignement sur le territoire de nos ancêtres, on nous accuse des terroristes, des bandits armés, d'apatrides. Nous ne sommes pas de tout cela. Nous demandons ce qui nous est dit et je voudrais donc dire que le MNLA est composé... Ou le MNA, comme dirait... Le MNA, c'est une association qui a demandé son récépissé et en réponse à cette demande, on a mis deux de ses membres en prison pendant 18 jours. Donc nous n'avons pas eu de récépissé. Le MNA n'a pas eu de récépissé. Et juste pour terminer, oui. Je ne voudrais pas qu'on accuse les Touaregs comme étant les seuls membres du MNLA. Le MNLA, moi je suis allé filmer sur le terrain, est composé de représentants, ou en tout cas des gens qui sont... Ça je nie pas, mais en revanche, vous n'allez pas nier non plus que le patron du MNLA est un ancien officier de l'armée libyenne. Il est azawadien et il a aussi la nationalité libyenne. Il a les deux nationalités. Donc il est chez lui dans l'Azawad maintenant et il était chez lui aussi en Libye. Et il a refusé avec tous ses hommes de combattre les révolutionnaires du CNT. Et il a décidé de revenir avec une partie de ses armes à l'époque dans l'Azawad. Et il a proposé pendant 6 mois, il a proposé de trouver une solution de manière pacifique. Et c'est au bout de cela, nous avons décidé de partir par les armes, malheureusement. Avec un esprit d'agression. D'accord. Nous avons au téléphone une personnalité à la fois politique et littéraire très importante du Mali, qui est M. Sédou Badian, qui a écrit notamment l'hymne national du Mali et qui est au téléphone actuellement. Bonjour, M. Badian. Allô? Oui, bonjour, M. Sédou Badian. Bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous écoutons parce que vous nous avez offert l'hymne national du Mali et dans les circonstances actuelles, c'est pas rien que d'évoquer l'hymne national, c'est le ferment de l'unité nationale. Comment vivez-vous tout ce qui se déroule actuellement sous vos yeux dans votre pays? Allô? Oui, Monsieur Badian, je demandais comment est-ce que vous vivez la situation actuelle dans laquelle est plongé le Mali? Mais vous savez, il y a 2 problèmes. Il y a le problème malien, le problème du nord malien, ceux qui veulent la partition du Mali. Et il y a le problème des terroristes, AQMI, Al-Qaïda. Vous savez, le MNLA demande une partie du Mali en prétendant que c'est une terre Touareg. Dans notre histoire, les Touaregs n'ont jamais possédé un lopin de terre. C'était des nomades. Ils étaient tolérés. Nous avons connu ici l'empire du Mali, du 11e jusqu'au 14e, 15e siècle. Ensuite, il y a eu l'empire Songhai, jusqu'au 16, 17e
siècles. Il y a eu ensuite les royaumes, maintenant, royaume Peul de Masséna, le royaume Bambara, royaume Sénoufo, etc. Il n'y a jamais eu de royaume ou d'empire de province touareg. C'était des tribus nomades. En 1956-57, pendant la loi cadre, le soulèvement a commencé. C'est un Français qui était un acharné de l'Algérie française. L'Algérie n'était pas encore indépendante et le Mali non plus. Mais au Mali, on avait la loi cadre. On avait possibilité de nous mouvoir. C'était un régime d'autonomie. Nous avons aidé le FLN. Et ce monsieur disait, nous allons finir Modibo Keïta de son amitié avec le FLN. Il n'a fallu Modibo Keïta, le premier président du Mali. Hein? Passez-moi l'expression concubinage de Modibo Keïta avec les Félaga. C'était vers 57-58. Ensuite, maintenant, l'indépendance. Nous sommes indépendants en 1960. Nous avons ouvertement aidé l'Algérie. Frantz Fanon est venu à Bamako avec Oussédik. Maintenant, c'était l'éclatement de la Fédération du Mali. Nous n'avons plus à nous cacher. Nous avions aidé ouvertement le Mali et nous avons reçu ici Bouteflika. Et Bouteflika était appelé d'ailleurs pendant la guerre Abdelkader Mali. Il commandait le sud algérien. Nous l'avons hébergé. Il y a encore une cale dans laquelle il a séjourné. Ça, l'Algérie française ne l'a pas oublié et ils ne nous ont pas oublié. D'accord. Monsieur Badian, aujourd'hui, on parle beaucoup de cette intervention de l'ECOMOG, la force de la CEDEAO qui pourrait venir aider le Mali à recouvrer à la fois l'intégralité de son territoire et surtout l'ordre constitutionnel. Quelle est votre position par rapport à cette proposition? Allô? Oui, Monsieur Badian, je vous demandais votre position par rapport à l'idée de la CEDEAO d'envoyer les forces de l'ECOMOG intervenir au Mali. Êtes-vous favorable à cette idée de la CEDEAO, de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, d'envoyer les forces militaires ECOMOG pour intervenir au Mali à la fois en vue de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, mais surtout le retour à la Constitution? Vous savez, nous accusons ATT parce qu'il a laissé pratiquement l'armée malienne dans un état de délabrement. Nous le condamnons pour ça. En plus, il est le seul chef d'État de cette sous-région à avoir laissé passer les guerriers venant de Libye avec leurs armes. Mais ils sont passés par le Niger. Mieux que tout le monde, l'état de l'armée malienne, sous-équipé, et qui ne faisait pas un pli devant les guerriers venant de Libye. D'accord. Et maintenant, sur la solution de sortie de crise de la CEDEAO, qui consiste à utiliser la force militaire de l'ECOMOG, quelle est votre position, M. Badian? Voilà, je vais vous dire. La CEDEAO, moi, je les trouve ridicules. Ridicule. Nous avons le problème du Nord de notre pays qu'on est en train de diviser, de parcelliser, de cacher. Eux viennent s'occuper de je ne sais pas quoi. L'urgence pour nous, la priorité pour nous, c'est notre unité nationale. Et comment vous la restaurez? Mais nous allons nous battre. Quand nous aurons fini avec tout ça, nous allons mobiliser tous nos jeunes. Nous allons nous armer. Nous surarmer, c'est pas sorti, hein. Vous savez. Mais pour ça, vous aurez peut-être besoin de l'aide soit de l'ECOMOG, soit de la France, soit des États-Unis. Il faudra bien choisir un partenaire. On n'a besoin ni de l'aide de la France, ni de l'aide des États-Unis. Nous savons bien que la France a aidé le MNA. La France les a aidés pensant certainement qu'eux pouvaient trouver avec
de pouvoir trouver la solution du problème terroriste. C'est Alain Juppé. Il a commis une grave erreur. J'ai entendu un représentant du NMLA remercier Alain Juppé pour l'attention qu'il a accordée à leur mouvement, etc. Mais ils se sont trompés. Hein. Le mouvement séparatiste ne fait pas un pli devant les terroristes. Ils ont ouvert la voie royale à l'ACMI. Ils ont ouvert la voie royale au terrorisme. Ils ont joué pratiquement les apprentis sorciers. Ils vont en récolter les fruits. Merci beaucoup, M. Sédou Badian. Merci d'avoir apporté à la fois votre éclairage et votre témoignage concernant cette crise malienne que nous allons continuer de suivre, notamment sur ce plateau avec les différentes personnes qui sont venues. Juste un dernier mot, M. Marico. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, on peut revenir à l'ordre constitutionnel? Parce que pour moi, c'était juste une déclaration. Hein. Quand vous dites qu'on retourne à la Constitution et que le CNRD-RE garde quand même les leviers du pouvoir, on n'a pas beaucoup avancé. Oui, nous avons rétabli la Constitution depuis le 1er et les députés ont siégé le 2 avril à l'hémicycle. Mais nous disons qu'aujourd'hui, est-ce que le rétablissement de l'ordre constitutionnel stricto sensu règle le problème malien au jour d'aujourd'hui? Nous pensons que non. Parce que si on rétablissait la Constitution, il faut que ATT revienne pour démissionner et que la Cour constitutionnelle constate la vacance du pouvoir, que le président de l'Assemblée devient le président, qu'il organise les élections au plus 40 jours. Est-ce que, compte tenu de l'état de guerre actuel au Mali, on peut organiser des élections en 40 jours? Grâce à vous, c'est pas possible. Je voudrais juste qu'on regarde un élément qui a été tourné, c'est la déclaration d'un fils de président, c'est la déclaration du deuxième président du Mali, Cheikh Boukadri Traoré, qui est intervenu cette semaine pour se prononcer sur cette crise malienne et sur la manière dont il conçoit l'intervention de la CEDEAO de l'ECOMOG. Fils de l'ancien président Moussa Traoré et président du parti Convergence africaine pour le renouveau, Boukadri Traoré condamne fermement le coup d'État au Mali. Selon lui, l'heure est à la recherche de solutions. Nous n'allons jamais accepter un coup d'État. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que l'ensemble, la classe politique, des forces vives de la nation, se mettent ensemble pour dégager une politique, pour un retour à une vie constitutionnelle normale et aller aux élections. Candidat à l'élection présidentielle, le président de la Convergence africaine pense qu'une sortie de crise est possible rapidement. La raison pour laquelle il y a eu un coup d'État, c'est parce que l'armée s'est sentie délaissée. Donc on ne peut pas rejeter cette raison. Il faut alors renforcer les capacités de l'armée. La CEDEAO, qui n'est jamais venue au secours du Mali, doit y penser. La CEDEAO doit certainement aussi se soucier du sort de certaines villes comme Kidal, Gao ou Tombouctou tombées entre les mains de la rébellion. La junte militaire au pouvoir demande l'aide extérieure pour combattre les islamistes armés. Notre slogan, c'est « ça suffit les politiciens démagogues, ça suffit les politiciens affairistes, ça suffit les coups d'État au Mali et en Afrique, ça suffit !» Le coup d'État perpétré le 22 mars est une cause de plus d'approfondissement de la fracture sociale, de déshumanisation, d'anéantissement des institutions. Il précipite le déclin de l'État et anticipe la déchéance de nos valeurs les plus fondamentales. Voilà, vous avez suivi à la fois la déclaration de Cheikh Boukadri Traoré et puis celle de cet animateur radio de Bamako qui condamne le coup d'État. Mariam Thiam, merci. Mariam Thiam, pourquoi je vous appelle Mariam Thiam? Nyama Diara, merci d'être venu. Vous avez suivi le débat tout à l'heure depuis le début. Je voulais juste avoir votre opinion, à la fois en tant que citoyenne malienne et surtout citoyenne malienne de l'extérieur. J'imagine que vous êtes attristée de ce qui se passe. Oui, je suis tout à fait attristée. Je pense que les coups d'État ne sont pas des modes de gouvernance dignes du monde et particulièrement de l'Afrique. D'autre part, donc, la prétendue rébellion Touareg au Mali, je dois dire qu'au Mali, j'ai eu l'occasion de voir monsieur lors des rencontres de la diaspora. Et également, j'ai des amis avec qui vous avez été en tant que Malien au Salon de la photo à Genève.
Donc je vous considère comme un compatriote, d'autant plus qu'on ne peut pas se couper en deux. Moi-même, j'ai une grand-mère qui est à Machek. Le Mali, c'est un traçage. Hein. Donc comment faire? Comment faire pour nos jeunes ici qui disent « ma mère est de Tombouctou et mon père est de Caille ». Donc le Mali est un et indivisible. Il va falloir que les droits de tous les peuples qui vivent dans ce Sahel, hein, qui vivent dans ce Sahel entre la Libye, l'Algérie, le Mali, le Niger, la Mauritanie. Hein, il va falloir Faso également. Burkina Faso également, même Nigeria. Hein, il va falloir que l'on s'entende hein, et qu'on ne se laisse pas charmer par des enjeux qui sont évidents, de par évident le pour sous-sol. Vous, pas pour tout le monde. Ah ben écoutez, c'est très simple. Hein, vous prenez une carte géologique du Mali, hein, où donc il y a quand même le problème de maintenant l'uranium, ça vient un petit peu à la fin au niveau du Niger. Il y a le pétrole, il y a l'uranium et il y a tous les minéraux. Nous avons déjà fait des émissions là-dessus, donc il suffit de voir ça et de voir donc quelle main est cachée derrière cette partition? Ah, quelle main? De toute façon, les masques tombent, hein, les masques tombent et on va le voir. Hein. Et je pense que les Africains ne vont pas se laisser prendre là-dessus et que, comme on le disait déjà ce matin, là, vous nous accordez 20 secondes, les femmes, hein, on a besoin d'autant de temps que vous. Mariam Thiam a eu un peu plus de 20 secondes tout à l'heure. Oui, c'est vrai, hein, mais nous n'aurons pas la charia. Nous sommes féministes, hein, nous sommes des femmes hein, en France et au Mali. Hein, et nous avons participé dès le départ aux États généraux des femmes ici à Versailles. Hein. J'ai une amie, Mariam Wane, hein, qui est également métissée, hein, qui s'est présentée aux élections au Sénégal. Nous sommes là et nous voulons que les hommes nous prennent, hein, prennent notre dimension dans ce problème et que vous sortiez, que les hommes sortent des problèmes d'ego, d'opportunisme par rapport au pouvoir. Donc, nous pensons que... ça, c'est la position de principe que tout le monde respecte, mais sur les faits concrets, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui d'être optimiste et même d'avancer un délai? Pourquoi pas? De se dire que dans un mois, la crise sera derrière nous, par exemple. Ah non, non, absolument pas. Je pense que c'est une crise de fond. Et en fait, il faut que les Maliens essayent de sortir de leurs problèmes nationaux pour voir dans quelle mélasse ils sont plongés. La crise qui a lieu en ce moment au Mali est indissociable de ce qu'on appelle les révolutions arabes et qui en réalité sont comment dire, des révolutions salafistes en gros. En réalité, on se rend compte que l'Occident, la France notamment, s'est allié aux salafistes en Libye, en Syrie, dans un certain nombre de pays, parce que les salafistes étaient leur force virile pour pouvoir renverser les pouvoirs laïques et dictatoriaux, entre guillemets, qui les dérangeaient. Il fallait bien des milices, et c'est les milices salafistes qui ont été utilisées. Maintenant, à un moment donné, il a fallu, comment dire, trouver un espace pour tout le monde. Donc, visiblement, il y a eu un accord entre une partie de l'armée de Kadhafi qui a fait reddition en échange d'une bienveillance au Mali. C'est-à-dire, bon, finalement, on abandonne la Libye, mais on prend le Nord Mali. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident aussi que, alors que, justement, les Touaregs laïcs étaient considérés comme des démons quand ils étaient en Libye, ils sont devenus des anges au Mali, et les islamistes qui étaient les alliés objectifs, les salafistes qui étaient les alliés objectifs des Occidentaux, sont devenus des démons au Mali. Et désormais, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, les Occidentaux veulent un accord MNLA-pouvoir pour armer le MNLA contre AQMI. AQMI qui a été armé par les Occidentaux pour chasser Kadhafi. Donc on voit bien qu'on est dans un contexte pourri, complexe, et on voit bien que les Occidentaux pêchent par naïveté, parce qu'il n'y a pas d'accord possible entre la laïcité et l'islamisme. Et Al-Qaïda au Maghreb islamique va se retourner contre ces Occidentaux qui ont été bienveillants avec eux. Maintenant, au fait, on voit Alain Juppé qui veut mobiliser l'ONU pour le Mali, mais ça fait 4 mois qu'il y a une rébellion au Mali. Mais pourquoi? Parce que c'est la France-Afrique aujourd'hui qui est menacée par Al-Qaïda. C'est-à-dire que dans la position où en Sardinais aujourd'hui, ils peuvent... D'ailleurs, ils veulent tout le Mali,
ils ne veulent pas que le nord. Et en plus, ils peuvent lancer des attaques au Burkina Faso, le chouchou de l'Empire français. Au Niger, ça embêterait un peu moins, à mon avis, les Français. Ils peuvent lancer des attaques partout. Et en fait, je ne pense pas que cette crise va demeurer au Mali. Elle va s'étendre sur le reste. Mais avec l'embargo, et nous sommes véritablement dans ce que j'appelle la guerre mondiale de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que finalement, l'Afrique noire, pacifique et prise au piège de la volonté de puissance des Occidentaux qui, dans leur guerre pour la conquête des matières premières contre la Chine, utilisent les salafistes, utilisent la force virile, parce qu'effectivement, c'est plus facile d'avoir comme supplétifs des gens qui n'ont pas peur de mourir parce qu'ils pensent qu'ils vont retrouver le paradis que des gens comme nous qui sont bons vivants, disons, et qui n'ont pas envie de Vous pourrez leur dire en tout cas. Je pense que le coup Jean-Bel, pour le mot de la fin, parce qu'on va rapidement faire le tour des tables, vous avez 10 secondes vraiment. Oui, mais je crois que le coup d'État est condamnable par rapport à son principe. Il a certainement facilité l'avancée du MNA sur le territoire malien. Et en plus, le MNA, en plus, ce coup d'État-là viole l'article 121 de la Constitution malienne. Autant que les Touaregs n'ont pas droit dans une démocratie de prendre des armes pour se faire entendre pour une défense identitaire, autant ces mutins n'ont pas droit de renverser le régime par des armes et pour s'installer. Et mais qu'est-ce que cette façon d'installer aujourd'hui, de réinstaller les institutions, de suspendre les institutions, de les réinstaller le lendemain, d'interdire aux chefs d'État d'atterrir et de les tendre la main le surlendemain? Donc on est en train de nous divertir. De nous divertir. C'est peut-être deux têtes, un serpent ou double tête. La tête extérieure serait le MNA et la tête intérieure serait les putschistes, malheureusement. D'accord. Le mot de la fin à vous. Moi, je voudrais juste dire que quand j'entends Seydou Badian Kouyaté, que je respecte beaucoup, faire... Bon, Seydou Badian, faire ce que je peux appeler le déni de l'histoire. Ça veut dire que nous n'existons pas, nous, les Touaregs. C'est parce qu'il a dit. Il a dit mes frères Touaregs. Oui, c'est mon frère malien aussi. Donc, quand il dit cela, j'entends derrière une sorte de haine raciale. C'est vraiment dommage que Seydou Badian Kouyaté, Seydou Badian s'exprime ainsi. Je ne l'attendais pas là. Je voudrais dire que je reviens, le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, c'est composé de toutes les ethnies du Nord. Et il ne faut pas le réduire seulement au Touareg. Et c'est un mensonge grossier. Les autorités du Mali qui nous ont collé l'étiquette de rébellion Touareg. Merci beaucoup Moussa Gassari. Je rappelle que vous êtes le président du MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Vous en êtes le porte-parole également pour la cellule Europe. Merci à notre sœur Niamoy Diarra qui était là sur le plateau. Merci à Tiambel Gimbaera. Merci à Théophile Kouamo du Nouveau Courrier. Merci à Bakary Mariko qui était là également, porte-parole du CNRDRE, Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État en Europe. Merci à vous tous qui avez regardé l'émission. Merci à toute l'équipe technique. Restez en compagnie des programmes de Télé Suite. À bientôt.